La tradition africaine est bien connue, hein. Là je parle de l'Afrique subsaharienne. Sauf qu'on avait du mal pendant longtemps à lui reconnaître un contenu scientifique. Je vais ici m'intéresser à une question bien précise, celle notamment de la science astronomique, les connaissances en sciences astronomiques. Et bien sûr que ces connaissances, on va les encadrer, je vais les encadrer. Je vais m'intéresser d'un côté à l'étoile Sirius, ce que la culture africaine en dit, et ce que la culture de la science moderne en disait pendant très longtemps. Et l'on va comprendre, on va découvrir que la science africaine traditionnelle était très très largement en avance. Alors donc ici, lorsqu'on parle de Sirius, on pense automatiquement au Dogon, hein, au Dogon justement qui avait une école d'astronomie et qui observait particulièrement cette étoile, et ces mêmes Dogons qui ont une cérémonie, celle du Sigi, qui se déroule tous les 60 ans, ce qui prouve que ils ont une connaissance très très fine de la science astronomique, avec un calendrier qui est sérieusement contrôlé, parce que justement au détail près, cette cérémonie du Sigi tous les 60 ans, c'est vraiment tous les 60 ans. Seulement il se trouve que c'est en 1931 que Marcel Griol, qui a fait découvrir les Dogons au monde. Les Dogons étaient connus depuis longtemps, c'est vrai. Je veux dire, leur connaissance popularisée. Lorsqu'il se rend chez les Dogons en 1931 et qu'il va s'entretenir un peu plus tard avec un grand savant, un sage, comme on disait à l'époque, un grand savant, au Gotomeli, il va apprendre bien des choses. L'une des choses, celle sur laquelle nous allons nous arrêter, c'est les connaissances autour de l'étoile Sirius. Déjà à cette époque-là, les Dogons parlaient de Sirius et de son compagnon invisible. Lorsque Marcel Griol a fait connaître cette information au monde occidental, on a un peu rigolé en Occident. Pourquoi? Parce qu'on savait que Sirius n'avait pas de compagnon invisible. Or, il se trouve que beaucoup plus tard, d'éminents savants occidentaux, grâce à certains calculs particulièrement pointus, vont pressentir l'existence de ce qu'ils vont d'abord appeler un soleil qui était invisible et qui était non loin de Sirius. Et en 1970, précisément pour la première fois, le compagnon invisible de Sirius sera photographié. Alors cette information est particulièrement importante, hein. Elle prouve que plusieurs années avant justement la science astronomique moderne, eh bien, les connaissances scientifiques des Africains étaient avancées. Bien sûr, on connaît les Dogons. L'étoile Sirius, la plus brillante du ciel, donc l'étoile la plus brillante du ciel, est appelée par exemple en Ipunu d'Ironde. Le nom d'Ironde vient de Uronde, Uronde aimé, parce qu'on estime que là où règne l'amour, il y a lumière. Mais or, il se trouve que la culture, pour nous, attache à d'Ironde le nom d'Irad. Disons que dans la tradition du mariage, l'épouse qui est bien aimée, c'est elle qui est appelée d'Ironde, lorsqu'il y a polygamie. Et la mal aimée, c'est elle qui est appelée d'Irad. Mais dès qu'on emploie le terme d'Ironde, automatiquement on pense à d'Irad. Donc d'Ironde, c'est l'étoile Sirius. Dans la tradition pour nous, d'Irad, c'est justement le compagnon invisible de Sirius, que l'on appelle désormais dans l'astronomie moderne et contemporaine Sirius B. Mais il y a lieu de préciser simplement que la tradition scientifique astronomique africaine a connu justement Sirius B, a parlé de Sirius B avec clarté et précision bien avant que l'astronomie moderne, l'astrophysique ne puisse bénéficier justement de cet appareillage technique qui aura permis donc de faire les observations les plus pointues, les observations les plus fines. Ça, c'est une chose. Autre chose, j'ai évoqué la question justement de la cérémonie du Sigi, qui témoigne de ce que les Dogons ont une très grande maîtrise du temps. C'est une cérémonie qui se déroule tous les 60 ans. Je ne vais pas insister là-dessus. Il y a suffisamment d'écrits sur la question, il y a suffisamment de vidéos sur la question. Mais par contre, je vais m'arrêter un tant soit peu sur la tradition gabonaise par rapport à cette question de maîtrise de la temporalité, notamment avec le calendrier. Le premier qui a évoqué l'existence de calendrier dans la civilisation gabonaise, c'est André Raponda Walker,
lorsque, jeune abbé, il a été affecté dans l'Angounié, dans le sud-ouest du Gabon. Il va relever chez une composante du peuple Méri, les Tsogo, l'existence d'un calendrier de 12 mois et il ne va en recueillir que 10 qu'il a publiés dans un opuscule. C'était déjà intéressant. Et puis, j'ai apporté ma propre contribution. Après plusieurs années de recherche sur le terrain, j'ai retrouvé le calendrier Pounou avant l'arrivée des Occidentaux. C'est un calendrier de 12 mois. Et ce qui est intéressant dans la culture justement des mairies composantes Pounou, nous sommes toujours dans le même peuple. L'une des composantes, c'est le Tsogo, la composante Pounou que j'évoque, a donc aussi un calendrier de 12 mois. J'ai publié justement les 12 mois de ce calendrier dans mon opuscule, le premier texte que j'ai publié, Le Gabon, civilisation puissante, antiquité brillante, présence dans le monde moderne et contemporain. Je peux donner les mois de ce calendrier. C'est un calendrier qui commence au mois de décembre, hein. Il faut le préciser. Et soit dit en passant, la date du 25 décembre, c'est une date très importante parce que dans la tradition pour nous, c'est la date de naissance de Muto Bensambi, ou Mumbwang, Mutmuting, Mutu Mangwang, donc le fils de Dieu, Mumbwang, Muto Bensambi. Donc c'est lui qui va faire en sorte que Dieu puisse être mieux saisi dans sa gloire. Donc lui, il est né le 25 décembre. Alors donc je passe aux 12 mois de ce calendrier. Le mois de décembre est appelé Ntsumbi Keki. Le mois de janvier, Ntsumbi Neni. Février, Dijodi Keki. Mars, Dijodi Neni. Avril, Banir Bibo. Bibo, ce sont les alluvions. Faire remonter les alluvions. Il s'agit simplement, cela est dû au fait qu'entre les mois de mars et avril, justement au Gabon, il y a des pluies particulièrement violentes qui favorisent des crues tout aussi violentes et les lits justement des rivières sont nettoyées de leurs alluvions, ce qui fait que en saison sèche, eh bien, les rivières ont leurs eaux particulièrement propres, particulièrement claires, parce que justement, il y a eu ce mois-là de Banir Bibo, avril. Mais Mukakunu foule namangle, donc Mukakun, la séparation de la saison sèche et de la saison de pluie. Juin, Mukielu mangle. Juillet et août, c'est mangle Ngumbi. Ngumbi, c'est la perdrix, en fait, qui est l'un des oiseaux qui symbolise, lorsque ces chants deviennent très réguliers, soit l'imminence, soit l'avènement effectif de la saison sèche. Donc, en fait, saison sèche de la perdrix. Mais or, comme on dit mangle Ngumbi, pardon, donc juillet, c'est Camus, simplement parce que au mois de juillet, justement, la saison sèche est déjà particulièrement intense. Les lits des rivières sont particulièrement, sont presque asséchés. Et donc, c'est Camus Midjam, ça c'est au Camus, c'est s'assécher. Et nous sommes ici dans une civilisation agricole, hein, et cette civilisation connaît donc les travaux champêtres. La période d'abattage, après ce qui précède donc défrichage, etc. La période de l'abattage, c'était au mois d'août. Et généralement, toute l'ambiance quittait le village pour se transporter en forêt. Et donc, du coup, au village, régnait une sorte de silence de mort qui est appelé à Ipunu Douvovu. Et donc, le mois d'août est justement appelé Douvovu. Voilà. Donc, le mois de juillet, c'est Camus, le mois d'août, Douvovu. Ensuite, retour des pluies au mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est Yak ou Yakmiri. Le mois d'octobre, Sakul Bibo, donc retour des alluvions avec les premières pluies. Effectivement, les eaux des rivières sont particulièrement sales avec le retour des pluies, des premières pluies au mois d'octobre. Et puis, le mois de novembre, c'est Mubotsimiaga, simplement parce que il pleut un peu plus abondamment et donc les travaux champêtres ne peuvent plus s'effectuer au cours de ce mois-là. Il faudra attendre l'avènement de ce que au Gabon on appelle la petite saison sèche. Donc, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'effectivement, il y a un calendrier pour nous. Je viens de le décliner, 12 mois de l'année. Mais il y a une autre question, est-ce que ce calendrier ne serait pas un calendrier lunaire? Et ça, c'est intéressant. La tradition, pour nous, désigne le mois de deux manières. D'abord, commençons par l'astre lunaire qui est appelé Ngondi. Ngondé, selon d'autres variantes dialectales. Eh bien, on l'appelle Ngondi
c'est vrai, la lune, mais le mois lunaire est appelé aussi Ngondi. Et lorsqu'on parle du mois lunaire Ngondi, l'année lunaire est appelée Mupum. Donc, le mois lunaire est connu, l'année lunaire est connue, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, il y a un mois astronomique qui est appelé Yilim. Ça, c'est l'année astronomique. Et le mois astronomique, c'est Mouweli. Ouel, c'est épouser. Diouel, le mariage. Donc, Mouweli, c'est un peu en quelque sorte les épousailles. Simplement parce que, finalement, probablement, il y a un lever iliaque, le soleil qui est l'époux et l'épouse, nous allons la déterminer. Bon, il se trouve que la tradition pour nous dit deux choses. Elle dit Mouyam Arepal Mokolo. L'arc-en-ciel ne paraît jamais de nuit. Et de l'autre côté, Tulimbumb, Arepal Nyango. La constellation d'Orion n'est jamais visible de jour. Alors, donc, la constellation d'Orion paraît de nuit. Mais lorsque nous nous intéressons justement aux études, ce sont les astronomes et les astrophysiciens qui sont mieux placés pour nous éclairer là-dessus. Mais moi, je vais simplement du principe qu'en 1998, j'ai personnellement observé un arc-en-ciel lunaire, donc l'arc-en-ciel qui paraît dans la nuit. C'est un phénomène particulièrement rarissime. Et lorsque la tradition dit que l'arc-en-ciel ne paraît jamais de nuit, c'est finalement que, non pas que l'arc-en-ciel ne paraît jamais, mais qu'il s'agit simplement d'un phénomène rarissime. À l'échelle d'une vie humaine, il peut être très difficile de voir ce même phénomène plus d'une fois. Voilà. Et de l'autre côté, lorsqu'on dit que la constellation d'Orion, Tolimbumb, ne paraît jamais de jour, probablement, si nous prenons d'un côté les mouvements, le fait que la Terre puisse tourner sur elle-même en un jour de 24 heures et un quart et qu'elle effectue aussi une révolution autour du Soleil, eh bien, au niveau de l'hémisphère sud, il est possible qu'à un moment donné, la constellation d'Orion puisse être visible de jour. Donc, comme dans une sorte de lever héliaque, ce qui serait un phénomène particulièrement rarissime. Chez les Dogons, l'étoile Sirius, c'est l'étoile Sigitolo, c'est-à-dire l'étoile du Sigi. Oui, c'est bien exactement. Ça. Mais alors, en fait, quelle est pas autre chose. Oui. N'est-ce pas? C'est l'étoile du Sigi. Oui. Mais en même temps, c'est aussi important au point de vue symbolique. Le soleil, c'est deux soleils ensemble. Oui, alors, mais tout d'abord, quel est le rapport véritablement entre l'étoile du Sigi et les cérémonies du Sigi? Est-ce qu'il y a un rapport? Le rapport est fait que, étant fait tous les deux de la moitié du même placenta, elles se lèvent ensemble. C'est tout. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que là, on est ramené au lever iliaque. Absolument. C'est-à-dire qu'au moment où Sirius et le Soleil se sont levés, alors a eu lieu le premier Sigi. Exactement. Et donc, je pense, là, à ce niveau, je n'ai pas encore bouclé le travail, mais j'invite les uns et les autres à réfléchir déjà là-dessus. À partir du moment où il est avéré que dans la tradition gabonaise, nous avons un calendrier de 12 mois, tant chez les Tsok que chez les Pounou, et de l'autre côté, il y a connaissance du mois lunaire et du mois astronomique, de l'année lunaire et de l'année astronomique, eh bien, il faut déterminer le phénomène céleste à partir duquel est fondé ce mois astronomique. C'est probablement le lever héliaque ou l'apparition héliaque de la constellation d'Orion. Donc voilà, c'est que nous devons retenir, c'est que la tradition africaine a des connaissances scientifiques avérées. Elle peut justement, à travers les Africains actuels ou l'ensemble des hommes de science du monde, cette tradition est remise au goût du jour. L'essentiel, c'est qu'il y ait quelques efforts faits en ce sens-là. Voilà, je vous remercie. À côté de cette gigantesque table qui symbolise l'arche, les rochers de Sirius et du Soleil. C'est d'ici que l'on peut observer le lever de Sirius et du Soleil, d'après le mythe d'Ogon. Nous sommes fin juillet, au moment précis de cette conjonction.
On va placer la caméra au point d'observation que nous a indiqué Pangale Dolo, c'est-à-dire au milieu de l'arche. Et pour essayer de capter le lever des astres au-dessus de l'horizon, on va prendre une image à peu près toutes les secondes, de façon à aller jusqu'au lever du jour et voir le mouvement des astres et surtout l'endroit d'où ils surgissent de l'horizon. On a les deux rochers, à droite c'est celui de Sirius, le plus petit, et à gauche celui du Soleil, le plus gros. Et donc on va essayer de capter cette montée des étoiles. On voit déjà Rigel, l'étoile la plus brillante d'Orion, au pied du colosse d'Orion. Voilà les 3 étoiles du baudrier qui donnent approximativement la direction d'où on attend Sirius. Et voilà, Sirius est déjà sorti, elle est sortie juste au-dessus des nuages. De l'autre côté, on voit Vénus. Et juste après Vénus, le Soleil se lève à l'horizon, pratiquement exactement dans la direction du rocher, et c'est le lever iliaque de Sirius. Le lever de Sirius juste avant celui du Soleil. On a discuté pendant très très longtemps sur la mythologie d'Ogon, la cosmogonie d'Ogon. C'est des choses assez théoriques, on pensait que c'était une représentation purement symbolique, et il se trouve qu'on est là en face d'une véritable observation. Les rochers sont de véritables repères astronomiques. Nous avons donc désormais la preuve que des hommes isolés dans cette région de l'Afrique, des astronomes d'Ogon, avaient déjà érigé il y a plusieurs siècles un véritable observatoire astronomique.